le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue dans la page internationale au Grand Journal du 14h. En direct depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Erlichi Dorelas pour la présentation. À Jacques Mel pour présenter ce Grand Journal. Joël François et Smith Jean-Julien Rubens sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM. Jacques Mel, le président américain, le chancelier allemand ont vanté leur harmonie hier lundi à Washington dans la crise autour de l'Ukraine, mais n'ont toujours pas réussi à parler de la même voix sur le très controversé gazoduc Nord Stream 2. Voici un reportage signé Euronews. Welcome everyone. En cas d'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'OTAN et ses alliés seront prêts à réagir. C'est le message qu'ont voulu envoyer le président des États-Unis et le chancelier allemand ce lundi depuis la Maison-Blanche à Washington. Si la Russie fait le choix d'envahir l'Ukraine, nous sommes conjointement prêts et l'OTAN aussi. Aujourd'hui, le chancelier et moi-même avons discuté de notre étroite coopération et élaboré un solide ensemble de sanctions qui vont clairement démontrer la détermination internationale et entraîner des conséquences rapides et sévères si la Russie viole la souveraineté de l'Ukraine et son intégrité territoriale. Malgré l'unité affichée, le dossier du gazoduc Nord Stream 2 continue de diviser Washington et Berlin. Si la Russie envahit, ce qui signifie que des chars et des troupes traversent à nouveau la frontière de l'Ukraine, alors il n'y aura plus de Nord Stream 2. Nous y mettrons fin. Olaf Scholz, qui a rappelé qu'États-Unis et Allemagne étaient absolument unis sur les sanctions à infliger à la Russie, a néanmoins veillé à ne pas mentionner nommément le gazoduc. Comme je l'ai déjà dit, nous agissons ensemble, nous sommes absolument unis et nous n'allons pas prendre de mesures différentes. Nous allons prendre les mêmes mesures et elles seront très très dures pour la Russie et ils devraient le comprendre. Le gazoduc Nord Stream 2 qui doit relier la Russie à l'Allemagne est déjà construit mais il n'est pas encore entré en fonctionnement. L'Allemagne est très liée à Moscou sur le plan commercial et gazier, mais pour Washington, cette infrastructure sous-marine dote la Russie d'un levier énergétique et stratégique trop important. Au lendemain de la rencontre entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron, le ministère russe de la Défense a annoncé mardi l'envoi de 6 navires de guerre en mer Noire pour participer à des manœuvres militaires depuis Kiev. Le président français a jugé qu'il y a des solutions concrètes pour aboutir à une fin de crise. Voici un dossier spécial signé France 24 pour un décryptage. Sur l'est de l'Ukraine, c'est le message qu'a martelé le président de la République Emmanuel Macron à la fois en Russie et aujourd'hui à Kiev. Il n'y a pas d'autre possibilité, il n'y a pas d'autre cadre dans lequel négocier ce qui doit se passer à l'est de l'Ukraine. La solution ne peut être que politique et elle passe par l'application stricte, c'est ce qu'il a dit aujourd'hui, de l'accord de Minsk. Donc Emmanuel Macron déterminé à faire bouger cet accord qui effectivement a passé plusieurs mois au point mort complet entre 2019 et puis le 26 janvier de cette année où il y a eu effectivement réaffirmation d'une volonté d'avancer dans ce cadre. Donc selon Emmanuel Macron, et c'est ce qu'on a entendu aujourd'hui, il a reçu des garanties à la fois de Vladimir Poutine et de Volodymyr Zelensky qu'il y avait une volonté d'avancer dans ce cadre. Alors maintenant, il faut voir bien sûr qu'il y a beaucoup de problèmes à régler, notamment la lecture divergente de cet accord par les deux parties, les Russes et les Ukrainiens. Côté ukrainien, il y a un certain nombre de lignes rouges qui ont clairement été édictées, notamment le fait par exemple que ici on dit qu'il n'y aura pas de négociation directe avec les séparatistes inféodés à Moscou. De la même manière, il a été dit aussi qu'il est extrêmement difficile puisqu'il faudrait pour offrir une autonomie à ces deux provinces que sont Louhansk et Donetsk, il faudrait une modification constitutionnelle. Là aussi, c'est quelque chose qui risque d'être extrêmement compliqué et Volodymyr Zelensky le sait très bien sur la scène intérieure en matière
de politique intérieure. Ces mesures-là sont extrêmement impopulaires et pourraient mener à des difficultés dans le pays. Bref, il y a certainement beaucoup de choses à négocier et cela va continuer d'ici quelques jours en Allemagne avec une réunion au format dit Normandie, c'est-à-dire France, Allemagne, Russie et Ukraine. James, concernant le statut de l'Ukraine qui souhaite rejoindre l'OTAN depuis longtemps, il n'y a pas eu d'avancée. Alors, a priori, non. On ne sait pas exactement ce qu'Emmanuel Macron a dit hier à Vladimir Poutine, puisque Vladimir Poutine a dit qu'effectivement, il y avait possibilité de construire à partir de ce qu'avait proposé le chef de l'État français. Mais on n'a pas eu plus de précision. On nous explique effectivement que c'est un processus long, complexe, qu'il y aura de longues négociations. Emmanuel Macron qui appelle à être créatif et à être constructif dans cette construction d'une nouvelle Europe de la sécurité. En tout cas, il y a un mot aujourd'hui, une question qui a été posée par une consoeur journaliste qui a parlé de la fameuse finlandisation de l'Ukraine. Alors pour rappel, il s'agissait de la Finlande à l'époque de l'URSS qui finalement était dans une situation où elle avait une certaine autonomie en matière de politique intérieure mais suivait l'URSS en matière de politique extérieure de manière quasiment systématique. C'était évidemment une grosse perte de souveraineté pour la Finlande à l'époque. Eh bien, il avait été question par certains observateurs que cela pourrait arriver. Eh bien, la question a été posée à Emmanuel Macron. Eh bien, sa réponse a été très claire. Il a dit voilà, ce n'est pas une option, ce n'est pas sur la table. Et il n'a même pas voulu prononcer le mot. Du côté de Volodymyr Zelensky, pas plus de précision, si ce n'est qu'on a appris durant cette conférence de presse qu'il n'avait pas regardé la conférence de presse conjointe entre le président russe Vladimir Poutine et Emmanuel Macron. Il avait dit qu'il était trop occupé pour le regarder, ce qui est malgré tout un signe assez fort de la manière dont il prend les tractations en cours. Bref, une Europe de la sécurité à construire selon Emmanuel Macron et évidemment quelques concessions quand même selon le président français, à savoir qu'il a expliqué que le président Poutine a garanti qu'il n'y aurait pas de base construite en Biélorussie et qu'il n'y aurait pas non plus de déploiement d'armes sensibles. Et Emmanuel Macron est attendu. Direction le Mali, le Premier ministre malien Choguel Kokala Maïga a accusé lundi la France d'avoir œuvré à la partition de son pays à travers son engagement militaire. Dans une nouvelle charge virulente devant des diplomates en poste à Bamako, voici un reportage signé Africa News. C'est un discours qui ne va pas apaiser les relations entre la France et le Mali. Devant des diplomates en poste à Bamako et réunis à sa demande, le Premier ministre malien n'a pas mâché ses mots. Pendant plus de 45 minutes, Choguel Maïga s'en est pris à la France qui l'accuse d'avoir divisé le Mali. Il accuse aussi Paris d'avoir instrumentalisé la CEDEAO pour isoler Bamako. Il a été décrété des mesures injustes et sauvages dont l'objectif est d'asphyxier le Mali, de le présenter comme un paria parmi les nations sœurs. Les autorités actuelles ont aussi en mémoire l'interdiction faite en 2013 par les autorités françaises à l'armée malienne d'occuper une partie du territoire national. L'on se rappelle en effet que cette intervention, après avoir aidé en un premier temps à repousser les groupes terroristes, après 7 ans d'allégresse, l'intervention s'est mise en un deuxième temps en une opération de partition de fait du Mali. La France reproche au Mali de retarder le retour des civils au pouvoir et d'avoir fait appel au groupe paramilitaire russe Wagner. En réponse, Choguel Maïga a assimilé les soldats de la Légion étrangère, corps de l'armée française, à des mercenaires. De son côté, l'Élysée envisage d'annoncer dans quelques semaines le départ des troupes françaises du Mali, mais pas du Sahel. En Tunisie, le président Kais Saïed a dissous l'institution indépendante chargée de nommer les juges. Il accuse le Conseil supérieur de la magistrature d'inefficacité, la lutte anti-corruption, de lenteur dans le traitement de certaines affaires. Les organisations judiciaires et certains partis politiques s'inquiètent de cette mesure. Voici un reportage signé Africa 24. L'institution indépendante chargée de nommer les juges en Tunisie a été dissoute par le président de la République Kais Saïed le 5 février 2022. Selon le chef de l'État tunisien, cette décision est motivée par l'accentuation de la corruption et de la partialité caractérisant le Conseil supérieur de la magistrature. Je pense que la difficulté du président tunisien, c'est que
tout le système est contaminé, pour ne pas dire aux mains des Nahda. Donc cette manière de procéder est justifiée. Je pense que malheureusement Kais Saïed arrive vers véritablement une situation d'impasse. Il a tout à fait raison sur le combat mené, mais la manière de le mener pose un problème. Il va récolter les erreurs commises parce que ça renforce le camp adverse, ceux qui le combattent. Après l'annonce du président Kais Saïed de dissoudre le Conseil supérieur de la magistrature, la réaction des juges la contestant ne s'est pas fait attendre. Il s'agit d'une décision inconstitutionnelle et illégale qui s'apparente selon eux à une tentative d'influence politique néfaste sur le pouvoir judiciaire. La Tunisie est en profonde crise politique et la crise institutionnelle, la crise politique, la crise financière, tout cela est en train de faire exploser le pays. Tous les dangers sont aujourd'hui réunis. Il y a eu la mainmise depuis 11 ans par Nahda de l'appareil judiciaire. En conflit avec la justice depuis fin 2021, le chef de l'État Kais Saïed n'a cessé de fustiger les décisions de l'organe judiciaire, dénonçant une lenteur et des entraves dans le traitement de certains dossiers, comme celui de l'homme politique et avocat tunisien de la gauche, Chokri Belaïd, assassiné en 2013 alors qu'il menait une campagne ardue contre le parti islamiste Ennahda au pouvoir à l'époque. Dossier spécial dans cette page internationale, l'Europe peut compter sur les sanctions économiques pour se faire entendre et met déjà en garde Vladimir Poutine. Mais depuis l'annexion de la Crimée, la Russie a su s'adapter et même parfois tirer parti des sanctions européennes. Voici un dossier spécial signé l'A5 à l'émission C'est dans l'air. À l'intérieur de cette fromagerie, flotte ce jour-là une odeur qui nous est plutôt familière. J'adore ce parfum, c'est mon odeur préférée. Du camembert au lait cru, 100% made in Russie. Aussi bon à en croire la fromagère que le camembert de Normandie. Ici, on reproduit les classiques français mais aussi italiens, comme le parmesan. Là, je mesure l'acidité pour savoir si le fromage est prêt à passer à l'étape suivante. On apprend au jour le jour. En Russie, vous savez, nous n'avons pas cette culture de production des fromages fermiers. Donc on apprend auprès des Français, des Anglais et des Italiens. Par exemple, je suis allé en stage en Italie dans une ferme près de Turin pour apprendre les gestes artisanaux. À la tête de ce petit business, Anastasia Piskunova, 33 ans. Elle s'est lancée en 2015, un an après les sanctions européennes contre la Russie, suite à l'annexion de la Crimée. À l'époque, la Russie réplique et impose un embargo sur les produits alimentaires occidentaux. La jeune femme y voit une opportunité. Dans sa ferme, une centaine de vaches, pas n'importe lesquelles, des Montbéliardes françaises. La race la plus courante en Russie ne convient pas pour faire du fromage, car leur lait n'a pas le bon ratio lipides-protéines. Nous avons eu plusieurs aides de l'État pour nous lancer. Une subvention pour la construction de la ferme de l'ordre d'à peu près 20% du coût total. Et on nous a aussi remboursé 50% du prix de chaque vache. Nous avons aussi touché une subvention pour notre fromagerie qui nous permet encore aujourd'hui d'acheter de l'équipement moderne. Le but du Kremlin, moderniser l'agriculture russe et rendre le pays autosuffisant, comme un pied de nez à la diplomatie occidentale. Et ça marche. Exemple avec cette ferme ultra moderne, 4000 vaches suivies individuellement grâce à des bracelets électroniques. Nous avons des capteurs installés partout qui traitent les données en Wi-Fi. Quand la vache passe, on reçoit ces données. Et tout de suite, on voit ces informations en ligne. Des données traitées en temps réel, sur place, par un vétérinaire. Ici, par exemple, on voit que la productivité a chuté d'un coup chez cette vache. Si on n'avait pas eu cet outil, on aurait eu besoin de 3 ou 4 jours pour identifier le problème. Et on n'aurait jamais pu rattraper si vite ensuite le niveau de productivité. Résultat, chaque vache produit ici en moyenne 14 000 litres de lait par an, 2 fois plus que dans une exploitation française traditionnelle. Une réussite économique qui fait la fierté de ce représentant de la filière lait.
Lui l'assure, malgré les tensions diplomatiques, les affaires continuent. Non seulement les producteurs locaux russes sont présents sur ce nouveau marché, mais il y a aussi d'autres entreprises étrangères. L'entreprise Danone, par exemple, est très présente en Russie et elle s'est beaucoup développée depuis l'embargo. Dans notre région, il y a aussi le groupe Auchan qui en profite pour vendre dans ses supermarchés ses nouveaux produits. L'année dernière, 32 500 000 tonnes de lait ont été produites en Russie. Le pays est désormais autosuffisant à presque 90%. Ainsi s'achève la page internationale pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Production Edprod, réalisation Télé Beltor pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM. Ajak Mehel, présentation Erlich Dorelas, couleur du temps pour aujourd'hui. Pas de soleil dans le ciel, mais à l'instant même 41 degrés Fahrenheit. 55 degrés Celsius, à Jacmel, 84 degrés Fahrenheit, 29 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Smith Jean-Julien, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna, 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent mardi, bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.